Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Alors, épisode spécial sur le retour de l'année 2022 en cinéma. Ouais. Et également, on va parler un petit peu de nos attentes pour 2023 également. Ouais, puis moi, je suis fan de l'application Letterboxd et de statistiques, fait que je peux commencer. Par contre, j'ai pas... on en parlait hors micro avec Maxime Desruisseaux, qui fait partie de nos rencontres de l'année, quand on avait parlé du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Puis il m'avait tout parlé des fonctions pro et tout, qui a plus de stats. Fait que, écoute, peut-être ça va être ma résolution cette année. Okay. Une grosse résolution de dépenser de l'argent pour avoir plus de stats. Mais j'ai vu 105 films différents sur grand écran. OK. Parce qu'il y a beaucoup des films qu'on voit, ben pas beaucoup, mais à peu près peut-être le tiers ou la moitié qu'on voit en lien de visionnement. Fait que là, j'aimais pas, ils sont pas dans ma catégorie sur grand écran. D'accord. Puis, mettons, des fois, il y a des films qu'on les voit ensemble, puis là, j'y retourne voir avec des amis, avec ma blonde, fait que je peux pas le mettre 3 fois dans la liste. Fait que j'ai eu 105 films, je pensais pas me rendre à autant, et... il y a des semaines qu'on en écoutait 3-4 quand même. Ouais. Mais au début, janvier, février, on n'allait pas tout voir. Là. Puis en plus, janvier, on était fermé. Janvier était fermé, c'est ça. Puis ça a pris du temps avant qu'on ait vraiment cette routine-là d'en écouter encore plus. Là. Ouais. Au début, on voyait pas tout. Fait que je pense pas me rendre à 200, mais peut-être que l'an prochain, ça pourrait être un 150, et ce qui est très beaucoup. Et au total, j'ai vu 278 films, mais ça, peut-être que je vais le faire l'an prochain. J'ai pas de liste à part juste pour les nouveautés. Okay. Fait que 278, ça inclut les Harry Potter que je suis en train de réécouter pour la énième fois. Puis, mais honnêtement, j'ai des semaines qu'on écoute 3-4 films en jouant au hockey, puis en ayant une vie de famille, puis toutes les affaires, je n'écoute pas tant d'autres films. Là. D'ailleurs, c'est probablement ce que je vais faire. Là, on est juste avant Noël, fait qu'il me reste une semaine, 6 jours de l'an, ça se peut que ça monte d'une dizaine de films, parce que tous les films de plateforme qui risquent de se retrouver en nomination dans les Oscars et autres, je n'ai vu aucun, fait que je pense que ça va être mon rattrapage à la maison là-dessus. Toi, tu sais-tu dont t'as pas noté? Non, j'ai pas noté le nombre que j'ai vu, mais écoute, c'est pas loin ça doit être à peu près la même chose. J'ai vu peut-être un petit peu plus à l'occasion. Là. Sinon, mais écoute, moi, en disant le chiffre, ça me rappelle mes bonnes années. En fait, tu n'as plus écouté chez vous, mais des films de nouveautés qu'on couvre à chaque semaine, souvent, je n'écoute peut-être un de plus que toi chaque semaine. C'est sûr que moi, en parallèle, je me tape des films des années 80 depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé lorsque j'ai eu 40 ans et je m'étais dit, bon, ben, dans la prochaine décennie, dans les prochains 10 ans, je me retape le plus de films des années 80 que je peux. Et là, je suis rendu à 330 d'écouter. mais quand j'étais ado, écoute, j'allais au cinéma... au moins une fois par semaine, sinon 2 quand même. Fait que j'en voyais 75-80 films. Cinéma, ouais. Fait que souvent, j'allais le mardi. Les mardis étaient moins chers. Puis sinon, le vendredi soir, souvent, nos rituels d'amis, on partait de l'école, je viens de Hull, de Gatineau. Donc, on prenait l'autobus après l'école. On allait l'autre bord à Ottawa. Puis on mangeait, puis on allait voir un film. C'est parce qu'il n'y avait pas de cinéma à Hull? Il y en avait un à Gatineau, mais il jouait quand même des films en anglais. Mais non, on préférait aller se promener dans le centre-ville d'Ottawa. Faire nos indépendants, nos hôtes de 14-15 ans. Puis, tu parles français, personne ne nous comprend. Non, au contraire, on était dans la mouvance. Nous, on parle anglais, on est hot. C'est ça. Gonna see the movie, you know. Je sais plus où je voulais me mener avec tout ça. Mais ouais, c'est juste ce qui m'a fait penser. Non, moi, avant de travailler dans l'industrie du cinéma, j'y allais pas. Je consommais beaucoup de films, mais j'allais pas tant au cinéma. Beaucoup de monde chialait que c'était cher. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler, le monde chialait que c'était cher, mais il y allait pareil. Puis là, il arrivait au guichet, puis là, tu disais, bon, 2 adultes, 3 enfants, ça va faire 70$. Puis là, il était comme, il donc bien cher. Puis là, j'étais comme, tu sais, on ne force pas à venir, nous autres. Gérez votre vie comme vous voulez. Là. Fait que moi, j'étais plus du genre, moi, j'aime mieux louer un film à 3, ça nous coûte 1,75$ chacun, que aller payer ça. Fait que, mais c'est après que j'ai vraiment plus découvert le grand écran. Et là, il y a des films, on va venir autant dans mon top 5 que dans mes mentions honorables, que ils m'auraient pas autant marqué si je les avais écoutés chez moi en 2 brassées de lavage. C'est vraiment l'effet d'être là, le grand écran. Tu sais quoi le film que tu as le plus vu cette année? Y en a-tu un que tu es allé voir, mettons, 4 fois? Ou, que j'ai plus vu... Je pense pas que je n'ai vu 4. J'étais assez raisonnable. Souvent, les Marvel, ça pouvait aller dans cette voie-là. Ouais, c'est ça. Cette année, je les ai moins revus. Je les trouve en général moins marquants. Fait que,
Écoute, c'est peut-être Everything Everywhere All at Once, que j'ai vu au moins 3 fois. Il y en a quelques-uns que j'ai vu 3 fois, là. De Batman, X, je pense. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, souvent, on les voit, nous, avant. Ouais. Après ça, j'y retourne souvent avec soit mon garçon, ma fille, ou les deux, tout dépendant du film. Des fois avec un ami aussi. Mais non, j'ai pas fait... Le seul film, c'est la première fois que j'ai fait ça de ma vie, que j'ai vu 2 fois dans la même journée. Ah oui, Top Gun Maverick. Ah oui, c'est ça. Ouais, fait que, On l'a écouté le matin. On a écouté le matin, je suis retourné le soir. Mes billets étaient déjà achetés avec des amis, tout ça, en famille, avec tous nos enfants. Puis, parce que je n'étais pas certain si on serait en mesure de l'écouter cette journée-là. Ouais, parce fait que j'avais pas pris de chance. Fait que 2 fois Top Gun dans la même journée. Oui, c'est vrai, ouais. C'est quelque chose. Ouais, moi, je pense que c'est lui que j'ai le plus vu. Oui. Je l'ai vu 3 fois, je pense. Ah non, Dune, c'est l'autre année d'avant. Ouais. Mais c'est parce que Dune, je l'ai vu... En 2022 aussi. Ouais, mais c'est ça. Il a été tellement longtemps que je l'ai vu, mettons, quand il est sorti en octobre, puis j'étais retourné en novembre avec ma copine, puis j'étais retourné genre quand les cinémas avaient rouvert comme février ou mars. Une dernière quand fois. Quand il quittait, avec un ami qui l'avait toujours pas vu. Fait que c'est pour ça que quand j'ai révisé sur mon Letterboxd, j'ai fait « Hey, Dune, ben oui, ça va être mon top de l'année. » Puis j'étais comme « Pas cette année, Dune. » Alors, c'est ça. Fait que, bref, moi, on peut j'ai attaquer. hâte de découvrir tes choix. Je te laisse débuter. Je peux commencer. Numéro 5, comme je fais une présentation juste de mon top en général. Ouais. Des fois, j'écoute plus de cinéma américain, pas nécessairement des blockbusters, mais tu sais, dans la gang A24 et tout, des cinémas américains, mais j'aime pas ça que mon top reflète juste ça. Fait que c'est dur aussi, tu sais, je pourrais mettre facilement, mettons, mes 10 films favoris de l'année, mais vraiment mettre dans l'ordre, c'est un exercice quand même un peu sado, là, de vraiment dire « lui, je l'aime pour plus ou X raison ». Fait que, bref, j'aime ça avoir un peu de tout, et c'est pour ça qu'en 5e place, je mets Viking de Stéphane Lafleur, qui est... Il y a eu beaucoup de films québécois, on y reviendra dans les mentions, que j'ai appréciés, mais lui, il le démarque un peu au-dessus. Est-ce qu'il est dans les 5 meilleurs films de tout ce qu'il fait de l'année? Je sais pas, mais il m'a vraiment beaucoup marqué. C'est exactement le ton de comédie dramatique que j'aimais. Je trouvais le rythme, le pacing, le fun, ça m'a surpris. Certains déroulements, toute cette histoire-là un peu méta de se faire croire qu'on est des astronautes qui devient un peu absurde. Fait que dans sa proposition, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis je pourrais le recommander à n'importe qui est pas trop chialeux du cinéma québécois. Là. C'est des fois, ou peut-être pour casser cette image-là de c'est plate toujours ce qui se fait. Là. Ouais. Fait que, de Stéphane Lafleur, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais je ne l'ai pas réécouté. On l'a écouté une fois ensemble, ça n'a pas donné que j'y retourne. Ma copine voulait le voir, mais ça n'a pas donné. Puis, mais j'entends bien le réécouter quand il sera accessible. Il est peut-être déjà en vidéo sur demande ou quelque chose comme ça. Là. Fait que... on se souvient, c'est parce que c'est un côté 2 chez Mediafilm. Donc, est-ce que dans 20 ans sera un chef-d'œuvre? Peut-être, si Stéphane Lafleur continue à faire des films assez iconiques dans son genre, qui n'est pas inaccessible, mais une comédie dramatique et tout, puis que dans 20 ans, on se rend compte qu'il va avoir fait comme 13 films, cet artiste multidisciplinaire, puis qu'il a dit hey, ça, c'était son meilleur de tout. Ça pourrait en faire un chef-d'œuvre à ce moment-là. Très bon choix, très bon choix. Moi, j'y vais pour un film tout récent. Oh! Babylone. Ah ouais, OK. Ouais. Écoute, pour son histoire, pour son regard sur l'histoire du cinéma qui me fascine, que j'aime en découvrir, j'aime revoir. Bon, c'est sûr, c'est recréé, c'est pas un documentaire, mais revoir cette Los Angeles Hollywood mythique des années 20, des années 30, et pour les comédiens dont j'adore, mais qui là-dedans sont vraiment très forts. Je sais que c'est un film qui est polarisant, soit que je pense qu'on adhère ou non à la proposition, puis je respecte ça. Là. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'ai vraiment embarqué, c'est venu me chercher, je me suis pas ennuyé une seconde malgré sa durée de 3 heures et quelques. J'ai été scotché tout le long et il réussit toujours à nous surprendre aussi dans l'intrigue. Je veux dire, on n'a aucune idée où s'en va le récit. Donc, tout le long, j'en demandais plus. Et vraiment, un de mes bons coups de cœur de l'année. Je l'ai mis dans mes mentions parce que je pense que c'était peut-être trop frais. Peut-être que ça fait, là au moment d'enregistrer, ça fait comme même 24 heures qu'on l'a vu. Puis c'est un film que j'entends bien retourner voir. Puis je pense que c'est mon 2e visionnement qui va
décider de la chose. C'est ça, je suis sorti du film, puis je savais pas si j'avais... En fait, je pensais que j'avais pas adoré ça, j'avais pas détesté ça, mais je pouvais pas être juste neutre entre les deux. Fait que où est-ce que se penche la balance? Je crois que c'est un film que j'avais beaucoup d'attentes, puis j'ai pas été déçu, mais j'étais plus « Oh, ok, c'est pas exactement ce que je pensais que ce serait. » C'était un peu plus le chaos. Puis, bref, fait que... Mais oui, je pense aussi que c'est un film qui est iconique dans sa façon d'être, et c'est que Chazelle il s'est dit vous pensez que je fais toujours la même chose là, sans se moquer de... Non, mais c'est quand même différent, mais vous pensez que je suis comme de bonne famille là, ben là je vais être un peu plus trash là, plus dans ce que je vais faire. C'est ça, sans être l'enfant terrible du cinéma comme on dirait tout le temps. En numéro 4, définitivement, si je me fie à mon top, c'est la pure comédie que j'ai préférée de l'année, puis ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même si des fois on est juste deux dans nos visionnements, et c'est Coupé de Michel Hazanavicius, qui a vraiment pas connu de succès malheureusement, ni au Québec, même en France, c'était assez tiède. Je pense que dans la promo, les fans d'horreur pensaient que ça allait être un film quétaine, puis ceux qui auraient pu aimer... puis c'est quasiment un lien, parce que c'est une éloge envers le cinéma. Aussi, ce film, enfin... la passion de vouloir faire un film, de continuer envers et contre tous à tourner, et ben eux ils se sont dit non, ça va être un film d'horreur, ça m'intéresse pas. Fait que dans la promo, c'était dur de comprendre que oui, ils font un film de série B, de série Z, de zombies, mais c'est pas un film qui sert à nous faire peur, il sert juste à nous montrer le résultat du cafouillage au cinéma, puis on continue, puis finalement tout ça devient beau parce que c'est fait avec passion et avec acharnement. Et Romain Duris qui crie partout, Bérénice Bejo est malade. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Tu sentais aussi que c'était une gang, tu sais, en rencontrant, puis peut-être ça fait aussi partie de ça, le fait d'avoir rencontré Michel Hazanavicius pour pouvoir en parler. Et on sentait qu'ils ont tourné ça tout de suite après la fin de confinement, les premiers tournages. Fait que tout le monde était comme oui, je veux jouer, je veux tourner. C'est mon métier, j'adore ça. Le fait que lui, dans l'histoire du film, c'est quelqu'un qui fait un film avec sa famille, puis finalement, Michel s'est retrouvé à caster Bérénice, à caster une de ses filles, une de ses nièces dans le film. Fait que ça devient super méta. Puis bref, tous ces niveaux-là, j'ai adoré ça. Puis j'ai quelques amis qui sont allés le voir aussi. Puis je pense que tout le monde qui l'a vu, ou en tout cas les échos que j'ai eu moi, ont adoré. Mais malheureusement, pas beaucoup sont allés. Ils n'ont pas pris la chance de voir ce film-là, et il faut la saisir parce que moi aussi, au numéro 4, c'est Coupé. Génial. Okay. Ouais, j'ai vraiment... Comme tu l'as dit, ça faisait longtemps que j'avais ri comme ça. Et encore là, ça rejoint toute ma passion pour le cinéma, pour avoir déjà fait du court-métrage à une autre époque, donc que je m'identifiais tellement à ce qui se passait à l'écran. Ça m'a donné le goût d'en faire encore. Vraiment, j'étais nostalgique de cette belle époque-là parce qu'il y a vraiment une énergie particulière à faire un film, à être sur le plateau puis de vivre tout ça ensemble. C'est intense sur une courte période, mais tu lis des amitiés, donc tout ça, ça me rejoignait. Mais au-delà de ça, c'est le plaisir de voir les comédiens à l'écran. Romain Duris, c'est juste tordant dans ce rôle-là. Bérénice Bejo également. Donc, vraiment, si vous voulez une bonne comédie, mais intelligente, qui porte sur le cinéma, vraiment, là, découvrez ce film-là. Comme ça commence avec leur court moyen-métrage, tu penses que tu vas... C'est l'effet du film qui rit de toi parce que tu penses que tu vas subir ce film atroce-là, mal joué, pendant 1h30, puis ben non, ça se peut pas, là, voyons. Non, faut passer au-delà du premier 20 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Puis on vous invite à écouter notre épisode spécial avec Hazanavicius, parce que c'est ça. Puis là, amener le film, tu comprends que c'est fini. Puis là, on va revenir à qu'est-ce qui s'est passé et tout. Puis lui, il comptait là, que les premiers projections à Cannes, il voyait les gens dire « Ah non, il s'est planté, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais être obligé de dire? Je peux pas y faire croire que c'est bon, c'est terrible. » Puis amener, clac, ça change. Puis le monde crie au génie. Écouter en famille, parce que mon ado de 14 ans a vraiment aimé ça aussi. Donc, voilà. Ah oui, ok, super. Puis, voilà, tu sais, on a fait mention dans l'épisode où on en traitait. Je le sais que c'est un remake d'un film japonais, mais comme je dis, j'ai quand même préféré celui de Hazanavicius, mais One Cut for the Dead aussi. For the Dead, je me souviens plus. One Cut of the Dead, je pense. C'est quand même très bien, mais il y a un peu plus de budget ici. L'ajout du musicien aussi, j'aime beaucoup toutes ces répliques et tout. Fait que, bref. Fait que, comme c'est ton 4, je tombe à mon numéro 3. C'est le blockbuster de mon top. OK. Et c'est un film que j'ai vu 3 fois au cinéma et que j'avais
moi, j'avais pas tant d'attentes. Je pense que toi, tu l'attendais en grand et j'ai juste été surpris et j'ai vraiment eu... Il y a des défauts dans le film, mais il y a aussi énormément de qualité technique et il est juste vraiment le fun et c'est Top Gun Maverick, qui est de Joseph Kosinski. Le retour inattendu, inespéré de Maverick. Paramount ont eu la bonne idée de le retenir. C'est un film qui devait sortir en 2020 et on dit non, il faut que ça sorte au cinéma quand il va y avoir plein de monde. Faut pas tuer le film. Fait que contrairement à plein d'autres studios, ils n'ont pas sorti ce film-là en salle. Ils l'ont gardé vraiment longtemps dans des salles vides ou en numérique. Ils ont sorti le Quiet Place, des trucs comme ça qui avaient bien marché et tout. Puis quand c'était le bon moment, été 2022, badaboum, pif paf. Ce film-là est sorti au début mai, puis des dernières fois que je l'ai vu, c'était en septembre. Là, c'est fou, quand il a fracassé le record. Je me souviens plus. 718 millions aux États-Unis. Hallucinant. Il y a certains records, mais pas de numéro 1. Là, je pense. Genre la 3e fin de semaine pour un film. Il a été numéro 1 plein de fins de semaine où il y avait genre pas grand-chose. Et surtout, on pensait que Jurassic World allait le détruire 2 semaines après. Et Jurassic World s'est planté. Top Gun continuait à performer. C'est un film qui a ramené énormément de monde en salle. Oui. Et c'est une très drôle année parce qu'il y a Avatar 2 aussi qui a pris l'affiche récemment. Et c'est le même principe du monde qui vont au cinéma une fois ou 12 ans. Là, que t'as comme 2 films pour eux dans la même année. Là. Fait que, et clairement, ils sont tous venus à Top Gun. Fait que, bref, et surtout quand on met la carrière de Tom Cruise en perspective, c'est devenu son plus grand succès commercial. Ouais, c'est fou, à genre 58 ans. Là, et ce film-là est une suite parfaite parce qu'il est arrivé c'est 86, c'est qu'il est arrivé 35 ans plus tard. S'il était arrivé en 92, ça aurait été plate. Là. C'est ça. Fait que oui, il y a des éléments repris du premier, mais ils sont intéressants pour ça. Le fait qu'on puisse travailler avec le fils de Goose, parce qu'il y a assez de temps qui s'est passé, tout ça est génial. La love story, bon, est un peu inutile, mais on veut la mettre pour que tout le monde... C'est les codes du blockbuster. Ben oui, bien sûr. Toutes des choses intéressantes, ce qu'il y avait aussi dans le premier. Fait que je pense que c'est un meilleur film que le premier. Les séquences d'avion, le fait d'être, c'est ça, le Coco Crazy, puis tout vouloir faire avec des vrais jets. La technologie d'aujourd'hui a permis d'enfin de rendre justice, parce que déjà à l'époque, le premier Top Gun, c'était spectaculaire, mais là, on est à un niveau puissance 1000. Ouais, puis le niveau son en Dolby Atmos, puis la totale et tout. Fait que, je pense que c'était vraiment un des grands moments de cinéma. C'est une expérience. Américain, expérience et tout. Fait que, bref, ça c'est mon numéro 3. Puis moi, ce que j'avais apprécié, c'est qu'on a pris en considération aussi l'âge du héros, de toutes les questions de vieillissement, de la part à la technologie, du changement aussi de son métier. Entre le premier et deuxième Top Gun, évidemment, tout ça a évolué. Donc, c'est vraiment un scénario quand même bien intelligent, bien amené. Donc, j'ai été... C'est ça. Ouais, un peu de trucs extraordinaires à la fin, là, dans la séquence d'action et tout, mais quand même, c'est les bons sentiments, là, il s'appelle pas Iceman, il s'appelle... on ramène Val Kilmer, mais le jeune, c'est un autre truc de glace, là, mais lui qui était dans Devotion par la suite, là, puis finalement, lui aussi, son amitié avec Miles Teller à la fin. C'est sûr qu'on reprenait beaucoup les codes du premier, mais non, écoute, ça a été... Il aurait pu se planter quand même solide, on s'entend, mais vraiment, une belle réussite pour, effectivement, Top Gun Maverick, que j'avais bien aimé. Moi, en troisième position, je vais dans un registre complètement différent. Est un grand fan de films d'horreur. Il y en a un que j'ai vraiment adoré cette année. C'est X, donc de Ty West, qui est un hommage, un film d'époque. On est dans les années 70. Donc, hommage évidemment à The Texas Chainsaw Massacre, les slasher films, mais il y avait un humour noir que j'ai adoré, mais aussi au niveau du montage, il y avait quand même une recherche, la façon de raconter l'histoire qui était vraiment intéressante. Et encore là, Mia Goth qui était juste époustouflante dans un rôle double dans le film. Donc vraiment, X, un hommage au slasher film des années 70-80, tellement bien réussi, vraiment jouissif. Donc moi, j'ai vraiment pris mon pied. Jusqu'à la toute fin, il était comme dans mon top, mais je savais pas où le mettre. Finalement, il est tombé dans les mentions. En fait, dans mes mentions, j'ai mis X puis Pearl, l'ensemble, le combo. Puis je te mentirais pas que tout de suite, dans 2023, Maxine, j'ai hâte de voir la suite. Fait que, pour toute cette création de projet, peut-être parce que c'est un peu ça fait déjà plusieurs mois. Là, on a vu ça au mois de mars à peu près. Fait que je l'ai peut-être un peu oublié. Moi aussi, je pense que je l'ai vu juste une fois. Je voulais retourner avec mon ami de film d'horreur, mais ça n'a pas donné. Toi, tu l'as vu 2-3 fois. Ouais. Fait que, pour ça, je m'en souviens juste plus. Mais aussi, j'avais vraiment
aimer ça, trouver ça weird au début, puis jusqu'à temps que tu comprennes ce qui s'en vient, puis oui, il est pas dans mon top 5, mais il aurait pu y être finalement, tu sais. C'est peut-être ça. Fait que non, je crois que je vais sûrement réécouter l'Halloween prochain, là, ça risque d'être le combo. Ouais, faudrait que tu tapes les deux avant de voir Maxine pour la conclusion. Ouais, c'est ça, pour me remettre dans le bain. Au numéro 2, on disait que ça fait quelques mois. Moi, je remonte à un film que j'ai vu au mois de février quand les salles avaient réouvertes. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'aime pas quand les critiques, pas les critiques de cinéma, mais les critiques font ça. J'ai lu celle de Marc-André Lucier, mettons, de la presse un matin. Puis tu sais, il met un film qui sort en janvier prochain parce que lui, il l'a vu. Puis mais tu sais, personne ne le voit. Ouais. Fait que c'est un peu ça. C'est un film qui était aux Oscars l'an dernier. Que oui, dans son pays d'origine, il est sorti en 2021, mais nous, ici au Québec, il est sorti en 2022. Fait que pour moi, c'est un film de 2022. Et c'est Julie en 12 chapitres, The Worst Person in the World. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais je l'avais écouté aussi 2-3 fois. Et je me souviens juste, j'ai relu toutes mes notes sur Letterboxd que j'avais écrit, puis que ça m'avait vraiment beaucoup marqué, ce film-là. Et peut-être, je me souviens aussi qu'on en discutait, c'est peut-être ça aussi un peu la différence d'âge, c'est que c'est vraiment dans une espèce de crise de la trentaine, de remise en question. Elle, dans son cas, autant amoureuse que beaucoup professionnelle et tout. Puis peut-être parce que je suis dans ces âges-là que ça m'a vraiment touché. Puis c'est Renate Reinsve aussi qui était brillante dans le rôle, vraiment charmante aussi dans ce rôle-là, qui est comme pas méchante, mais pas gentille, dans le sens on veut pas dire que ouais, c'est ça, c'est pas comme c'est une bonne ou c'est une pas fine ou elle est tout croche, c'est juste non, elle, comme ça, elle fait de la peine à des gens, mais des fois elle a de la peine, puis juste. Mais je trouve que c'est un personnage qui est entier et réel. Ouais. C'est pas un personnage de cinéma fabriqué. Absolument. Puis, fait que c'était le représentant de la Norvège aux Oscars. Ouais. Je pense que c'était un genre de trilogie ou une duologie de Joachim Trier sur des films de même dramatiques sociaux peu. Comme ça qu'il faisait sur la Norvège pour mettre d'avant sa ville, son pays natal. Qui, sur la Norvège, peut-être même sur juste Oslo. Oui, je pense que tous ces films se déroulent dans... Puis même dans un quartier, genre en plus en particulier de mémoire. Ouais, peut-être, c'est ça. Puis il y avait eu meilleur scénario aussi. En nomination, meilleur scénario original. Puis Renate Reinsve, je me demande si elle n'avait pas eu genre la Palme d'Or, la meilleure actrice ou quelque chose. Elle a eu des prix à l'international pour ça. Fait que, ouais, j'ai comme ressorti ça de mon chapeau. Puis le fait de le mettre sur la liste me dit, j'aimerais ça le réécouter. Puis peut-être même écouter les autres autour. Mais là, je pense que je suis en train de me mettre trop de projets pour le petit liste des fêtes. Là. 23 films à écouter en 12 jours. Là. Je pense pas que je vais être capable. Moi non plus, j'avais pas vu les films précédents de ce réalisateur-là, mais ça m'a donné le goût, effectivement, de les écouter, que je n'ai pas encore fait. Mais, Et elle, j'ai hâte de voir les prochains films. Je sais pas si ça va y ouvrir une petite carrière internationale ou si elle parle anglais et tout. Je sais pas. On se me souvient de Noomi Rapace, c'était plus action, puis dans ce temps-là, ça a plus marché, mais Noomi Rapace avec les Millennium, c'est ce qui est arrivé. Oui. On l'a invité à venir aux États-Unis d'en jouer dans une couple de films. Elle a fait des bons et des mauvais, mais au moins sa carrière est bien établie. Donc, un choix assez intéressant. Moi, je le mettrais du côté de mes mentions, effectivement. Okay. Donc, peut-être pas assez fort pour un top 5, mais un film que j'avais effectivement bien apprécié, moi aussi. Ne serait-ce que juste de voir un paysage, un environnement différent. Ouais. On voit rarement quand même des films de Norvège. C'est ça, donc, et de voir une ville de Norvège aussi, pas juste des paysages scandinaves. La campagne, oui, tout à fait. C'est un peu flou, ça, en discutant, ça revient, mais il y a des scènes aussi au niveau du montage assez cool, où tout le monde est figé, à court dans la ville, des mises en scène de amoureuses, des trucs comme ça, qui étaient très intéressantes et dynamiques dans le film. Tout à fait. Mon numéro 2, moi je vais avec mon blockbuster, c'est The Batman. Ah ouais, ok. Moi, écoute, moi je suis un grand fan, c'est mon super-héros préféré. J'en ai lu une tonne depuis que je suis ado. Donc, je connais bien l'univers de Batman. Et jusqu'à présent, même si j'avais adoré la version de Keaton, qui était vraiment... de Tim Burton, Keaton, qui était autre chose, celle de Christopher Nolan peut-être se rapprochait un peu plus d'un univers de bande dessinée que j'avais plus lu, qui dans les années 80-90. Christian Bale peut-être étant le meilleur Bruce Wayne, mais là, je trouvais qu'on avait vraiment le Batman de la bande dessinée, c'est-à-dire un Batman détective qui enquête. Donc, on va vraiment dans une histoire policière qui me plaisait, dans une ambiance un peu à la Seven. C'était assez glauque, sombre. Mais j'ai vraiment adoré le film. J'ai vraiment adoré l'univers que Matt Reeves a mis en place. Un scénario vraiment béton, intelligent, bien joué. Robert Pattinson,
Je dois avouer que j'étais sceptique lorsqu'on avait annoncé le casting, mais je sais qu'il était rendu ailleurs que dans Twilight, mais quand même, tu sais, mais finalement... Ben, en fait, c'est peut-être quasiment ça, parce qu'on l'a connu Twilight, puis là, il est allé dans le cinéma indépendant, vraiment beaucoup champ gauche, puis là, de revenir dans un gros blockbuster, t'es sûr que ça... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, Christian Bale aussi, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait fait tu sais, c'était pas comme un premier choix évident, là. Ouais, qui sortait d'American Psycho. Fait que... puis tu sais, on n'était pas habitué de voir dans des gros films d'action non plus, Bale, à ce moment-là. Donc, ouais, vraiment, moi, de Batman, ça a été un des grands plaisirs cinéma popcorn. Plus léger, on s'entend, de l'année, mais ouais, ça a répondu à toutes mes attentes et encore plus. Ouais, je sais pas. Moi, il a fait partie des films que, premier visionnement, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'ai retourné le voir avec des amis. Puis là, on dirait que je détectais quelques failles. Mais ça fait un bout aussi, là. C'était au mois de mars dernier. Fait que j'ai un peu oublié c'était quoi, mais j'étais pas... Mais pas pour Des fois, je suis un peu influençable aussi. Là. Si après, j'entends des mauvaises critiques, s'il y a des bonnes raisons pour ces commentaires, puis là, je me dis, ah ouais, c'est vrai que ça, ah c'est vrai. Puis là, ça vient teinter quand même mon jugement. Fait que peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour juste m'assumer de comme, ah, c'est vraiment le fun. T'sais, c'est un peu ça aussi des blockbusters. C'est quasiment inévitable pour avoir des faiblesses puis des raccourcis. Ben oui, c'est certain. Parce qu'il y a des choix à faire. Dans ce cas-là, on a fait le choix que ça dure 2h50. Fait qu'est-ce que il y a peut-être des longueurs. Je me souviens qu'il y a des trucs avec le pingouin qui sont le fun, mais qui sont pas toujours nécessaires. Le film est super beau et super coloré, mais il est peut-être pas toujours pertinent à chaque moment. Mais au final, est-ce que tu manges ton popcorn puis tu fais « Ah ouais, c'est vraiment hot », tu sais? Probablement. Je pense que oui. Je pense quand même. Parce que mon feeling de sortir de la salle, c'était pas de faire « Ouais, c'est ordinaire ». Je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis qu'on avait été séduit par Pattinson dans ce rôle-là, par tout le monde aussi, l'incarnation. Il y avait... En fait, c'était ça l'audace, c'est qu'il avait mis beaucoup de personnages. T'avais déjà de la femme chat, en genre de ami-ennemi, on n'est pas sûr. T'avais ton Riddler, puis t'avais un pingouin, puis t'as des policiers corrompus. Puis heureusement, ils ont coupé qu'il y avait une scène avec le Joker aussi. Finalement, ils ont mis sur Internet, puis qu'on le voit juste à la fin à l'hôpital psychiatrique à Arkham. Mais il y avait normalement un interrogatoire entre Batman puis Barry Keoghan en Joker. Fait que, mais pour la suite, il n'a pas annoncé encore... Ben, il va en avoir un deuxième. Oui, mais en écriture. Mais il a dit que ce ne serait pas nécessairement le Joker, je pense. Il dit pas parce que je l'ai présenté que ça va être lui. Oui, effectivement. Donc... à suivre de voir ce qu'il va faire. Ouais, il est en écriture, fait que il n'y a pas de date encore. Ça risque d'être du 24, peut-être 25. Oui. Moi, je pense plus 25 même. Là. Ouais, parce que s'ils tournent, ça dépend quand ils font ça. Là. Probablement tourner en 24 pour une sortie de 25, là, à moins qu'ils réussissent à tourner ça genre en septembre, octobre. Ouais, c'est ça. Puis là, on aurait de quoi fin... ben, même s'ils tournaient en septembre, octobre, ça sortirait début 2024 au plus tôt. Mettons qu'ils reprennent la même place, mars 2024. C'est peut-être quasiment le plus tôt qu'on pourrait le voir. Hein. Ou peut-être à l'été. Peut-être qu'ils positionneraient là, comme... C'était quand même un peu audacieux, mars... Mais oui, mais des fois, en fait, il doit y avoir autant d'histoires de succès que d'échecs à changer les dates. Tu dis, OK, ça a vraiment bien marché en février. Ben, prends Deadpool. Le succès de février, on s'attendait à rien. Tout le monde est allé voir finalement Chum Blonde, même si c'était 16 ans et plus. Ici, c'était 13 plus, mais tu sais, R-rated et tout. Le 2, on fait ça plus gros, sort ça en plein milieu de l'été. Ben, l'été, le problème, là, c'est que tu vas avoir un gros film avant, un gros film après. Fait que s'il pleut la fin de semaine qui sort, t'es fait. Parce que la fin de semaine après, il y a autre chose, puis autre chose. Puis, je vais regarder les chiffres, mais je pense qu'il avait pas fait... Il a peut-être fait pareil, mais il n'a pas fait plus, certainement. Non, effectivement, je pense que c'est à peu près dans le même... fait que t'es quasiment mieux d'être à un moment weird... mais d'être le seul. T'as distingué, ouais. Shang-Chi aussi, qui à l'époque, en septembre, avait comme fait « wow, des records, ben tant mieux. » Tu sors du chemin battu un peu. T'sais. Et moi, je sens qu'on a le même numéro 1, mais... Probablement. C'est un des films que t'as le plus vu, d'ailleurs, que moi, j'ai vu 2 fois, et que l'autre fois, un de mes amis a écouté, et il a loué, et c'est un nouveau père, je lui pardonne, mais il s'est endormi dessus, puis il a fait « moi, je suis pas si sûr. » Et là, j'étais vraiment outré. C'est « Everything, Everywhere, All at Once », par les Daniels, qui est le grand retour de plein de personnes. Ouais. Ben, je dis le grand retour, il y en a qui ont continué à faire des choses, mais Michelle Yeoh qui brille en rôle principal dans un film américain. Ça, je sais même pas si c'était arrivé une sortie de cette ampleur-là. Ça a été le succès d'A24, leur film qui a fait le plus d'argent de tous les temps, presque 100 millions, je pense, aux États-Unis.
Jamie Lee Curtis en genre de contre-emploi. Ouais, contre-emploi ennemi, qui assume son corps vieillissant, si on veut, pour son personnage, qui l'embrasse. En entrevue, les Daniels ont dit qu'il y a plein de choses, que c'était son idée à elle, là, le chandail beige un peu trop boulant, puis ça venait d'elle et tout. Elle embarquait à fond dans la exact. Proposition. Et le retour de Ke Huy Quan, lui, ça en est un. Lui, Short Round et Data. C'est ça, demi-lune. À l'époque, qui avait perdu l'envie de faire du cinéma et que grâce à ce projet-là, il était vraiment content de retourner devant la caméra. C'est aussi un film, peut-être que ça regroupe ce qu'on a vu dans Babylone, mais qui est des grosses productions, mais d'en couper aussi de l'amour du cinéma. On va faire notre film. Tous les effets, c'est les gars qui les ont fait quasiment eux-mêmes dans After Effects. Ils ont dû avoir du monde aussi, mais tu sais, des fois, le cinéma, ce côté-là, ça doit prendre des logiciels de fous puis des gens qui sont vraiment ailleurs, mais je suis pas mal sûr qu'ils sont assez terre à terre, ces deux types-là, puis que c'est ça, là, c'est dans Premiere puis dans After Effects, puis on fait des green screen, mais il faut juste que tu penses à tout ce que tu vas faire, une coupe de câbles, plein de séquences, fait que c'est un film de fou qui a coûté peut-être cher pour A24, mais qu'en général, pas tant. J'ai noté, il me semble que c'était comme 20 millions, une affaire de même, tu sais, puis d'en faire un film de... La première fois, à 2h30, j'étais un peu confus. Puis à la deuxième écoute, sachant ce qui s'en venait, là, j'ai plus compris. Parce qu'il y a un moment où tu penses que ça finit, là, quand il y a comme le gros bang, le gros bagel tout garni. Mais là, finalement, ça continue. Puis là, ça revient parce qu'il y a comme vraiment la rédemption entre surtout la mère et la fille. Là, là-dessus, c'est un film familial. C'est sûr qu'il y a le côté des immigrants qui essaient de faire leur place à leur culture, mais aussi qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent. Puis tout ce clivage-là. Puis t'as elle entre son père, puis elle avec sa fille, finalement, au travers des deux. Et la relation avec son mari qui se détériore, mais sans qu'il s'en rende compte nécessairement et tout. Fait que, cette folie-là, Raccacoonie et tout. Fait que, moi, j'ai juste très hâte de le revoir. Puis... je pourrais acheter ça en Blu-ray. Je sais pas s'ils l'ont sorti, là. On n'achète plus ben de films, mais... Oui, c'est ça. Ouais, j'aimerais ça. Toi, pourquoi? Ben écoute, tu as bien mis le mot dessus avec Folie. C'est un film fou, complètement débile, mais riche à la fois, sur plein de niveaux. La richesse du scénario, de l'histoire, de la famille, des générations, sur la façon de raconter le film. Il y a plein de trouvailles narratives hallucinantes. Il y a plein de séquences marquantes que tu dis, écoute, ces deux gars-là, ils ont dû juste se donner une gageure quand ils écrivaient le scénario puis dire on va écrire ça, puis jamais un studio va nous permettre de tourner une scène de même. Il y a les doigts saucisses, mais encore plus, c'est le... Tu sais, il faut qu'ils touchent à quelque chose pour connecter d'un univers à l'autre. Puis amener, c'est un bot plug, là. Ouais, le combat de bot plug. Ouais, c'est ça, là. Ça, c'est... OK. Fait que ça rejoint aussi, moi, ma passion des films d'arts martiaux. J'étais un grand fan de Jackie Chan et tout ça, donc on retrouvait ce côté-là. Il y a quand même beaucoup d'action, des belles chorégraphies. Donc, et Michelle Yeoh, qui est vraiment juste époustouflante. Et en fait, tous les comédiens, et la fille qui joue aussi sa comédienne, j'espère qu'elle va avoir une nomination comme actrice de soutien parce qu'elle est vraiment très, très forte. Donc, vraiment... Pour l'originalité du film, c'est ce que je pense, c'est le critère premier quand d'aimer un film, c'est propose-moi quelque chose que j'ai jamais vu, que je ne peux pas deviner, qui va me surprendre, et c'est tout ça à la fois. Oui, parce que c'est vrai que c'est un des exercices de l'année. Le podcast existe depuis l'automne 2021, genre, à peu près, mais là, ça a été fermé à plein de moments. Fait que là, ça en a fait presque un an complet de cinéma et tout, puis à un moment donné, je comprends aussi les critiques qui mettent souvent du 3 étoiles parce que tu vois tellement de films qui vont avoir... Il y en a qui se distinguent parce qu'ils sont vraiment en poche. Il y en a qu'on aime vraiment, tu sais, un genre de 4-5 étoiles, si on peut dire. Puis que ça va être ça aussi, c'est la surprise, parce que la grande majorité va être un genre de note de passage de 3 étoiles. C'est pas mauvais en tant que tel, c'est juste de dire... conventionnel. Ouais, c'est ça. Nous, j'ai déjà vu ce film-là plein de fois. Il y a un peu plus de force ici, un peu plus de faiblesse là. Puis quelqu'un qui va pas au cinéma pas trop souvent, des fois va le voir, faire mais non, j'ai vraiment aimé ce film-là, pourquoi c'est juste du 3 étoiles? Mais c'est comme, mais tant mieux, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu aimes un film que personne n'aime? C'est pas une compétition, mais des fois, tu vas juste dire, je n'ai trop vu, là, comme ça. Tout à fait. Ce qui est un peu le problème, parenthèse, on met beaucoup sur Avatar, tu sais, comme, c'est grandiose et tout, mais c'est comme, ce film-là, je l'ai vu quand j'avais 7 ans, puis là, j'en ai 36, fait que ça fait 30 ans que je le vois, ce film-là, tu sais. Fait que c'est ça le problème. Fait qu'un film comme Everything Everywhere, c'est sûr que tu vas ramener tout le temps à des histoires
la base de la genèse est toujours quelque chose qu'on connaît, là, de la relation mère-fille, de la jalousie, une trahison, un vol, quelque chose comme ça. Après, ta mise en scène, ton écriture, ton montage, fait que, ouais, chapeau pour Everything Everywhere. Mais je comprends que quelqu'un que c'est top, ça serait juste Top Gun, puis un des Marvel va dire c'est pas écoutable cette affaire-là, parce que c'est trop le chaos. Ah ouais, tout à fait, oui. C'est ça. Mais il y a une passion brûlante de cinéma. Si vous aimez le film quand même différent, qui propose autre chose, et que vous n'avez pas encore vu le film, allez-y, plongez. Là. Ben, c'est assez conséquent. Quelqu'un qui aime X, je vois pas pourquoi il aimerait pas Everything Everywhere. C'est juste qu'il y en a un qui est plus horreur, l'autre est plus comédie, là, mais c'est un peu le même genre, d'une certaine façon, ou coupé encore, tu sais. Quelques mentions honorables, on aurait peut-être pu les faire avant le 1. Moi, c'est Babylon que j'ai aimé, X et Pearl. Les Banshees d'Inisherin aussi, qui est un ton que j'aime beaucoup. Toutes mes mentions, c'est des films qui sont allés presque au top 5 puis qui sont ressortis des fois, etc. Là. Je pourrais faire le top dans 4 mois puis finalement, ça rebougerait un petit peu. Tu sais. C'est le genre de ton que j'aime beaucoup, un petit peu à la Viking, là, de comédie noire, un peu absurde et tout. Colin Farrell, qu'on va sûrement revoir dans les nominations d'Oscar pour ce rôle-là d'un peu d'imbécile heureux là, quand même, qui veut absolument avoir son ami. Et le film devient un peu champ gauche quand l'autre fait des menaces de se couper les doigts et qu'on se dit vas-tu le faire, vas-tu pas le faire, mais je vous laisse le deviner. Oui, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment marqué. Veux-tu que je nomme toutes mes mentions? Ben oui, vas-y. Okay. Vas-y. J'avais Je vous salue salope de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois, que lui, je pense pas que j'aurais mis dans le top 5, mais m'a vraiment marqué. Je trouvais ça intéressant et très pertinent d'avoir fait ce documentaire-là sur le harcèlement numérique, dans le fond, envers les femmes. Ouais. Et moi, je fais pas ça, fait que j'ignorais que c'était aussi grave dans le sens c'est ça, populaire, là, entre guillemets, là, aussi répandu. C'est plus ça que je devrais dire. Et que c'était aussi cru aussi. Oui, aussi, c'est ça. Tu sais, quand on pense à la politicienne italienne, que ces gens sont rivales à la mairie qui tweet des menaces de mort puis des absurdités, puis l'autre, c'est sur Internet, on peut pas faire grand-chose, puis c'est comme, voyons, c'est un politicien qui est en train de... pire, sur son compte officiel. Oui, c'est ça, tu sais, le Twitter officiel de la mairie ou du ministre de je sais pas quoi, qui traite l'autre de prostituée, ben voyons donc, ça peut pas être ça, là, la société civilisée, tu sais. Fait que là, tout le monde monte aux barricades avec eux autres, puis c'est tellement bizarre. Fait que, puis tu sais, c'est un super gros projet là, qui ont voyagé comme partout dans le monde, monté pendant plein de temps, fait des reconstitutions aussi avec une des protagonistes qui est une enseignante au Québec. Fait que, il y a un montage très dynamique aussi. Là, fait que c'est, oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a eu un bon visionnement pour le film, un bon rayonnement. Je me souviens plus des budgets, mais il me semble qu'il a fait des recettes plus de 100 000. Je ne sais plus s'il a dépassé 200 000, mais avec l'équipe de Mediafilm et tout, ils ont fait plusieurs visionnements chez les jeunes. J'ai suivi leur page Facebook au film et à Léa Clermont aussi également. Puis encore aujourd'hui, des visionnements, là, il est disponible à l'achat en DVD. Là, ils vendent beaucoup pour ça, mais je pense que c'est un film qui a avantage à être vu puis à être ajouté à des plans de cours. Vraiment. Au primaire, c'est peut-être tôt. Mais quoi que 5-6e année, ça peut être très, très faisable. Mais en tout cas, au secondaire. Vraiment et tout, au secondaire. Parce que c'est ça, la solution, c'est pas toujours de protéger les filles. C'est vraiment ce qu'on comprend, c'est l'éducation aussi chez les garçons. Ouais. C'est pas une façon de vivre puis de traiter les jeunes. Là. Vraiment. Voilà. Et j'avais aussi 2 autres films québécois. Arsenault et Fils, que c'est pas un film sans faille, mais c'est un film vraiment le fun. Et je pensais que c'est le film qui allait sauver le cinéma, mais tu sais, quoi qu'ils l'ont sorti au début de l'été, vu que ça parle de chasse, peut-être qu'à l'automne, il y aurait eu un meilleur plug. Où ils se sont dit, si on veut joindre les chasseurs, faut pas le sortir pendant la chasse. Ils seront pas là. C'est un bon point. C'est peut-être pour ça, finalement. Fait qu'il vaut mieux réfléchir avant de le faire. Mais que c'est un genre de suspense d'action qu'on fait très rarement ici. Et c'était super bien fait par Raphaël Ouellette, surtout avec un genre de 4-5 millions de budget dans différents lieux et tout, vraiment excitant à écouter comme film, qui a fait ressortir Pierre-Paul Alain, qui avait, c'est ça son nom, qui n'a pas joué depuis vraiment longtemps au cinéma et qui veut revenir en force. Et comme je le pense encore, je crois vraiment que c'est un film que je serais pas surpris que le scénario soit acheté par des Américains puis qu'on en fasse une adaptation ou quelque chose comme ça. Ça pourrait très bien se faire avec Liam Neeson en père de famille, chasseur, je sais pas trop. Et les 2 derniers, c'est tous des films qui sont sortis cet été qui m'ont rejoint par les thèmes. Par les thèmes, je dirais Ligne de fuite.
Aussi, je trouve qu'il avait réussi à quand même casser l'adaptation de pièce de théâtre. Ouais. C'est pas un film parfait, mais j'aime cette dynamique pas amicale-là, des remises en question, d'éco-anxiété, d'avoir des enfants ou pas. Est-ce qu'on doit garder nos amis à jamais, de rupture amicale et tout. Ça m'a vraiment marqué, ce visionnement-là. J'ai beaucoup aimé ça. Dans un vrai crescendo aussi, très bien réussi. Oui, c'est ça, exact. Parce qu'il y a vraiment une montée, une tension. Avec là, plus de musique au dernier acte et tout. Oui, j'ai bien aimé. Et Babysitter aussi, dans sa folie de mise en scène et tout. Je crois que la fin m'avait laissé un peu sceptique, mais il y a beaucoup de choses que j'aimais. Et c'est l'année aussi de Steven Laplante aussi, dans Babysitter et dans Viking, que j'ai beaucoup apprécié. Fait que, ça c'est comme mes mentions pour l'amener, il faut s'arrêter, parce que là, je mettrais tout, là, mais des fois, c'est peut-être qu'en nommant, vous faites « Ah ben oui, Babysitter, j'ai pas vu ça cet été, c'est vrai, je devrais l'écouter, et blablabla. » Cette inventivité, puis on avait discuté avec Monia Chakri et Steven Laplante, puis elle disait qu'il y a beaucoup d'affaires, tu sais, des flous, des trucs comme ça, que c'est pas de la post-prod, c'est vraiment, il s'amusait, il mettait un prisme devant la caméra, il mettait du papier collant pour créer le flou. C'est des effets vraiment pratiques qu'ils ont fait et ça, c'est quand même très excitant. Projet audacieux, moi, je trouve, d'être derrière et devant la caméra. Elle se sentait en plein contrôle de ses moyens, Monia Chakri, pour cette réalisation. Fait que Babysitter, qui est un peu trop artsy, qui est un peu passé sous le radar, mais j'espère que si c'est le genre de film où, sachez, quand ça vous appelle, ça reste pas 8 semaines au cinéma. Là. C'est 2, 3, peut-être 4 semaines si on est chanceux. Surtout l'été, quand il y a tout le temps le prochain film qui s'en vient. T'sais. Tes mentions, Patrick? Ben écoute, cinéma québécois, c'est une année très solide. J'en ai pas mis dans mon coup de cœur parce qu'il n'y a pas eu de films pour moi qui sont incontournables, qu'on va donner d'un grand classique, mais quand même sur toute la ligne, ça a été une très bonne année. J'ai vraiment aimé Viking plus que toi. Oui, à ce niveau-là, oui, c'est ça. Tu sais que je mettrais dans mes mentions, mais peut-être pas un top 5, mais puis je pourrais rajouter peut-être Norbourg aussi, que j'ai vraiment aimé, parce que c'est le genre de film aussi qui m'intéresse beaucoup, tout ça, que j'avais vraiment trouvé efficace. Ça rejoint pas mal tous tes choix. Peut-être 2 autres que je pourrais rajouter du côté français. Oui, c'est quand même un film de bons sentiments, je l'assume, mais La Brigade, j'ai tellement été surpris par ce film-là. C'est venu me rejoindre, je sais pas pourquoi nécessairement, mais écoute, j'ai trouvé que c'était un bon feel-good movie. On l'écoute en famille par après. Tout le monde a adoré ça aussi. Ça, c'est exactement un bon exemple de film de 3 étoiles. Ouais. Que souvent, les critiques vont être comme mi-figue, mi-raisin, un peu comme c'est correct, allez-y, ou assez quétaine. Mais il suffit de quelqu'un qui est happé, puis c'est vraiment un coup de cœur. Puis après, tu partages la bonne nouvelle, puis tu vas croiser plein de gens qui vont pas au cinéma si souvent, qui vont le voir, vont dire « Ah ben non, c'est vraiment, c'est les bons sentiments que j'avais besoin à ce moment-là pour passer une belle journée, tu sais. » Alors que pour nous, c'est un film parmi tant d'autres. Tu sais, moi aussi, je me souviens d'avoir souri après. C'est sympathique. Moi, je suis ressorti de là, plus touché. Peut-être que je suis un grand sentimental dans le fond. De la nourriture. C'est ça. Alors, je vous défie de ne pas verser des larmes à la fin. Non, mais Audrey Lamy était très bonne dans ce rôle-là. Puis sinon, dans un autre spectre, mais Novembre. Avec Jean Dujardin. Ça recoupe un peu Norbourg d'une certaine manière. C'est ça, j'aime beaucoup les thrillers. Je suis un grand fan de Jack Ryan sur une plateforme. Donc, tout ce qui est film de politique, puis d'attentats terrorisme et tout ça, de chasse à l'homme et tout ça. Et je trouvais que c'était vraiment très, très bien réussi. Il l'était, mais à un moment donné, là, je voulais épurer ma liste. C'est tout à fait correct. Fait que... ça fait le tour un peu. OK. Quelques déceptions? Ou bien, dans le fond, déception, c'est pas juste des films qui sont pas bons, c'est des films surtout pour lesquels on avait de bonnes attentes et qu'on a été déçus. Moi, Jurassic World Dominion, c'est lui en partant. C'était un T'espérais que ça rachète. C'était un peu le ça passe ou ça casse. Le Fallen Kingdom, j'étais comme, ça l'échappe un peu avec le... Mais tu sais, il y avait une idée de faire quasiment un film d'horreur à la fin dans la maison et tout. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Puis tu sais, finalement... Les dinosaures, on accepte juste rapidement, on présente les dinosaures sont partout sur la Terre. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans un endroit où les dinosaures sont enfermés. Puis on va courir après genre des insectes qui ravagent des champs. Puis mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi on n'est pas juste dans la vie normale, genre? Fait que
ce qu'on voulait voir, c'est comment cette acceptation-là s'est faite, pas juste de prendre que c'est ça, puis c'est ça. Puis à la fin, quand le film finit, puis les choses sont résolues, il nous faut croire que tout est résolu, mais rien n'est résolu, il y a des dinosaures partout encore. Ça. Fait que c'est complètement absurde. Et ça s'est quand même un peu pété la gueule au box-office, ça a vraiment pas connu son pouvoir. Et tout ça dans un ton parfois Jason Bourne-esque, là. Oui, c'est ça, ouais. Ça n'a aucun sens. Puis là, on ajoute les séquences d'action s'étirent, puis sont de plus en plus longues. Puis tout l'hélicoptère tombe dans l'eau, puis il y a des raptors partout, toujours en train de les attendre. Puis il y a beaucoup de trous dans le scénario. Oui. Et trop de personnages. Ils sont égarés vraiment dans tout, puis c'est le chaos. Là. Fait que, ça, on peut les alterner. Tu écoute, mais juste te dire, moi, je mets pas dans mes déceptions parce que j'avais tellement aucune attente. Fait que ça a juste confirmé finalement. C'était pas très bon. En plus, tu l'avais vu avant moi. Tu avais vu en primeur. Puis tu m'as dit, c'est vraiment pas bon. Puis je suis comme, faut que je le vois pareil. Là. Pour le balado, faut que je le check de mes. Moi, dans mes déceptions, je vais mettre Lightyear. Oui, OK. Parce que je savais à quoi je m'attendais. Je sais que c'était pas Toy Story 5, là, puis c'était correct. Mais j'adore tellement cet univers-là. C'est mes films de Pixar préférés. Et j'espérais, et j'adhérais dans la prémisse d'offrir, dans le fond, le film sur lequel le jouet de Buzz aurait été commercialisé et tout ça. Donc, dans le fond, c'est comme si on fait le Star Wars après qu'on a sorti les bonhommes de Star Wars. Donc, je trouvais ça l'idée intéressante, mais tellement pas le film qu'un jeune de 7-8 ans aurait trippé pour avoir des figurines. Non, impossible. Écoute, impossible. C'est ça, c'est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop lent dans le rythme quand même aussi. On voulait quelque chose là, d'éclaté, de le fun et tout ça, puis on est vraiment ailleurs. Donc, ouais, vraiment. Bien, pourtant, c'est pas un mauvais film, là. Il y a ses qualités, mais on dirait qu'on nous a juste commercialisé autre chose, je pense, que la prémisse, finalement. Oui, c'est ça. Puis ça donnait aussi un film... Il y avait beaucoup de codes de science-fiction. Ce qui peut être intéressant, c'est si c'est dans les premiers films de sci-fi que tu vois, c'est une façon d'entrer là-dedans. Là. Spoiler, là, ça fait un bout de ses sorties, mais tu sais, le fait que c'est lui, il est devenu son propre méchant parce qu'il est resté là trop longtemps, fait qu'il faut qu'il se combatte lui-même. Il y avait eu ça dans Perdu dans l'espace, dans le film, puis dans plein de trucs comme ça. Fait que, on dirait qu'au lieu de prendre la route Star Wars, on a pris la route interstellaire un peu. Là. C'est comme... Enfin. Fait que là, tu sais plus trop à qui tu t'adresses dans tout ce film-là. Puis on met un petit chat mignon pour que ça soit drôle. Puis là, nanana. Fait que oui, effectivement. Moi, dans les Disney, c'est Thor Love and Thunder. Ah ouais? OK. J'ai pas haï ça. Comme je dis, c'est pas une déception, c'est un navet. Là. Je pense que dans ma liste, c'est Jurassic World, c'est le pire. Là. Ouais. Mais le 3 était vraiment drôle et excitant. Puis lui, je l'ai pas trouvé excitant. Je trouvais qu'on avait le meilleur méchant, mais qu'on l'a un peu mal utilisé au profit de la répétition de blagues, juste des blagues de chèvre. Juste, tu sais, à un moment donné, Hemsworth est rendu trop le Thor comique bouffon. Fait qu'il est vraiment trop imbécile. Ça peut pas se rendre là. Je trouve aussi que Tessa Thompson était sous-utilisée. On va la ramener parce qu'elle est importante. Puis quand ça va devenir une bataille sérieuse, on va la tasser. Puis là, on n'aura plus besoin. Puis... Fait qu'il y a des côtés qui étaient le fun avec l'histoire un peu qui arrive à Nathalie Portman. Le fait de la ramener, mais qu'elle vive par la force. Puis elle va périr un peu par ça et tout. Mais au final, je sais pas. J'ai trouvé ça comme... coquille vide un peu. Ouais, c'est ça. Et on dirait que le box-office en est ressenti aussi. Tu sais qu'il y avait juste du Guns N' Roses en trame sonore. Je pense que Taika Waititi est rendu trop lui-même. Je sais pas s'il le sent comme une pression ou comme une liberté, mais en tout cas, cette année, il va sortir un autre film totalement indépendant, Next Gold Wins. Fait que je l'ai peut-être pas mis dans mes attentes, mais je suis plus curieux de voir s'il va... Quand il y a plus le créneau libre que des franchises, qu'est-ce que ça va donner avec ça. Et probablement que pour Thor, ça va être la fin aussi. Ils n'ont pas parlé d'un singe. Il a l'air tanné d'être dans ce personnage-là. En fait, Hemsworth, je pense qu'il avait signé pour quelques films. Encore? Okay. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est juste avec sa situation de santé qui est comme un peu, en tout cas, un peu tout flou et nébuleux, cette affaire-là. Fait que, c'est que techniquement, il n'y a rien. C'est juste qu'il y a un haut risque d'avoir des choses. Fait qu'il a dit qu'il prenait une pause. Au risque d'Alzheimer ou quelque chose comme ça. Fait que là, il prend une pause pour profiter de sa famille. Mais d'après, il va revenir faire des films et tout. Là. En fait, il peut se mettre au statut de faire un film par 2 ans, 3 ans. Ça lui demande de continuer à t'entraîner au gym, puis amener à prendre tes lignes, puis viens en répète, puis fais une petite tournée promo. Tu peux même ne pas faire la tournée promo quasiment, ou le minimum. Là, tu vas aller faire la première, puis c'est tout. Il venait jamais à Québec. Non, c'est ça. As-tu d'autres déceptions? Moi, dans la déception côté Disney et Marvel, moi, ça va être un autre Marvel, c'est Black Panther.
Forever Wakanda, ouais. Que ça, j'ai préféré de loin Thor que Black Panther. J'aime mieux mes Marvel plus léger et rigolo. Ouais. Donc, autant que j'avais ri dans Thor, j'ai trouvé ça complètement déjanté. Autant Black Panther, j'ai trouvé ça un peu trop lourd, un peu trop sérieux. J'ai aimé comment on a abordé, évidemment, le deuil et tout ça, le décès de Chadwick Boseman et son personnage, mais c'est juste C'est ça tout le tout long. le long. Ouais. Donne-nous peut-être 20 minutes puis on passe à d'autres choses. Là. Puis, fait que c'est ça. Puis je trouvais un Black Panther, mais finalement, on n'a pas de Black Panther. On arrive à une petite séquence de fin. Il n'y a pas tant d'action que ça dans le film non plus. Non, Puis c'est pas grandiose. Il n'y a rien de mémorable non plus comme séquence. Puis Namor, je sais qu'il y en a qui ont adoré dans mon cercle de gens, mais moi, j'ai vraiment pas embarqué dans la proposition du personnage et dans le comédien non plus. Fait que... J'ai trouvé ça correct, sans plus, j'ai pas détesté, là, mais je reconnais que c'est quand même un film de qualité, on s'entend, mais c'est pas venu me chercher. Il y a Amsterdam. C'est pas un film que j'attendais. C'est un autre dîner. Désolé, gang. Mais c'est un film que j'attendais pas depuis un an, mais quand j'ai vu l'annonce de Adam McKay, le casting, Christian Bale, John David de Washington, Margot Robbie, puis il y avait même Anya Taylor-Joy, tout le monde est là. Ouais. Puis là, j'étais là, hey, ça va être fou, ça va être drôle, ça va être une bonne histoire, ça va être mystérieux et tout. Le film part bien, puis à un moment donné, ça devient mollo, puis là, tu tombes dans l'histoire d'amour, puis les back and forth, puis là, c'est comme, c'est une histoire d'amitié, puis soudainement, à la fin, on te revient, ah oui, il y a un complot aussi, puis là, il y a Robert De Niro, puis là, lui, il a existé pour vrai, puis là, il y a ça, puis ça dure comme 2h30, puis t'es juste... C'est plate, là. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ouais, c'est tout ça. ça pour ça. Le film, il s'égare à gauche, à droite. Puis après, j'ai écouté plusieurs entrevues avec Adam McKay, avec du monde. Puis même lui, quand il en parle, ben pas même lui, mais quand il en parle, il arrivait à me le vendre. Mais j'avais vu le film, puis je l'avais pas aimé. Puis je l'écoutais en parler, puis j'étais comme, c'est vrai qu'il y a des qualités, des affaires, mais en même temps, le feeling, quand je suis sorti de la salle, c'était comme, c'était pénible, là, genre. Puis on sentait que ça allait pas marcher. Là. Non, c'était comme ça a pas marché parce qu'il y a une mauvaise comédie d'été. Ça avait ce ton-là un peu. Là, ouais, c'est ça. Tout tombait un peu à plat dans ce film-là. Fait que c'est pas le casting qui fait tout. Tu sais. Moi, il m'en reste un. T'en as-tu d'autres? Non, mais Amsterdam pour aller dans ce groupe-là. ouais. Et l'autre, c'est The Northman. C'est pas mauvais, mais je pensais que ça serait... genre du génie, là. Je pensais que ce film-là, il est sorti en avril, on en reparlerait aux Oscars. C'est aucune chance qu'on en parle aux Oscars, malheureusement. Au point de vue technique, j'ai un blanc, j'ai oublié ce qu'est le réalisateur, mais qui a fait comme plusieurs de Lighthouse, puis plusieurs autres films comme ça, de Witch, genre, et tout. Oui. Plus Indy, là, c'est son premier gros budget. On voulait triper Viking, bon casting de Skarsgård, Anya Taylor-Joy. Il y a plusieurs bonnes scènes, mais la finale un peu trop extrême à se battre nu dans un volcan, 18 coups d'épée. Puis, ce film-là aussi un peu ne finit pas de finir. Mais tout le côté mythologique, ça prend une arme. C'est au final, il se passe pas tant d'affaires, mais ça dure genre 2h15, puis les scènes sont longues. Mais beaucoup d'excès, de vanité ça. Un peu, là, un projet vaniteux, comme on dit. Ouais, peut-être, c'est ça. Fait que, pas y prêter de mauvaises intentions, on le sait pas, mais ça a l'air d'être amené. Le film est plus... Il est plus beau que bon, là. C'est un peu ça. Fait que... Il y a des trucs vraiment hot, mais bref, je pense pas qu'on va s'en souvenir. Puis je pense que les fans de l'univers Viking vont encore se souvenir de la série Viking plus que du film de Northman, malheureusement. Mais j'ai vu quelques listes où il était dans les tops. Puis, parce qu'il y avait de quoi de le fun dans le film, mais au final, aussitôt vu, aussitôt oublié, je pense. Bien d'accord. Qu'est-ce qu'on attend pour 2023? Ben, évidemment, même dans mes déceptions là-dedans, c'est qu'il y a des films qu'on sait juste pas qui vont arriver, mais c'est une fois que la bande-annonce sort, même au Québec, je sais pas tout c'est quoi les films. Fait que c'est basé sur une liste partielle de sortie. Ouais, de ce qu'on sait à la date qui va sortir. Dave, veux-tu commencer pour le changement? Écoute, moi, je vais peut-être surprendre avec mon choix numéro 5. Ah, t'as mis un ordre? Ah, moi, j'ai mis un top 5. Ah, ok, non, moi, c'est dans le désordre. D'accord, voilà. J'ai mis The Flash. Ah ouais, t'as hâte de Michael Keaton. Pour une unique raison, c'est de voir Michael Keaton en Batman encore, après toutes ces années, s'il est encore là, parce que là, il y a toutes sortes de rumeurs, on ne sait pas s'ils vont l'effacer. Il couperait ou mais pourquoi? C'est la seule affaire qui va faire vendre le film. Je sais bien, là. Parce qu'il essaye de recalibrer Ezra Miller, là, qui était un peu un problème. De ce que j'ai lu, je pense qu'ils ont tourné des séquences supplémentaires avec Ben Affleck, parce que là, lui aussi, dans Aquaman 2, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais écoute, ça sent pas très bon. Mais je dis, non, c'est pas contre Ben Affleck ou que ce soit, c'est juste,
Là, tu avais une idée de film, tu l'as faite. Ouais. Si tu commences à charcuter, puis à remplacer, puis à mettre ça va juste empirer. Là. C'est sûr. Sinon, on recommence à zéro. Là, mais Puis comme ça. tu le dis, le seul élément vendeur pour la majorité des gens, ça va être ça, là, parce que ça a été tellement iconique, les Batman de Michael Keaton. Donc, curieux de voir avec ça, mais j'ai pas d'attente de me dire « Ah, ça va être génial », mais j'espère que ça va être intéressant. Je sais plus si... Il n'y a pas de bande-annonce qui est sortie. Hein. Mais je me souviens qu'on a vu quelque chose. Ouais. Mais est-ce que c'était juste à Jean Show Canada? Je pense que oui, je pense que c'est pas... C'était juste exclusif, Ouais. c'est juste dans nos têtes. Puis c'était peut-être même pas la bande-annonce au complet, c'était peut-être juste un... Ah, mais des fois, ils font des promo reels. Puis peut-être. c'était juste comme 30 secondes. Là, je sais pas. Ah non, mais ça, c'était quand même un bon 2 minutes. Là. Ok, Ils c'était la montraient, bande-annonce, mais finalement, on le voyait bien. Ils ont là, puis, parce que le film devait sortir ben, à c'est ça. Noël, ils ont reporté le film, blablabla, fait qu'ils l'ont jamais sorti. Effectivement, Okay, je pense que c'est ça. C'est juste nous deux qui avons. Ben, nous deux et les autres. Quand même une couple de milliers de personnes qui ont dû voir ça au fil des événements où ils pensaient la montrer en primeur jusqu'à temps qu'ils disaient on fait plus ça. Ben écoute, je suis un peu dans le désordre, je vais aller sur ma feuille, sinon je vais oublier. Mais Mission Impossible, Dead Reckoning, j'ai parlé dans le dernier épisode de l'année que la cascade là, qu'on voit, une des cascades, parce qu'il n'y en a pas juste une dans le film, c'est sûr, en moto puis en parachute en même temps. Ils ont fait sur YouTube, pour répéter, si vous n'avez pas entendu notre épisode, où pendant 9 minutes, il explique comment il s'est préparé aux cascades-là et tout. Puis ça me met vraiment dans la laine, tu sais, puis le fait que Top Gun était dans mes tops. Ouais. Tu sais, Tom Cruise, il va être là jusqu'à temps qu'il meure sur un tournage. C'est pratiquement ça qui va arriver. Fait que ça m'agace un peu que ce soit une partie 1, partie 2, parce qu'il va falloir attendre 1 an et tout, mais je pense que ça va être comme très excitant. Les Mission Impossible, la franchise était partie forte, avait trouvé un espèce de creux de vague, puis vraiment à partir du 4 et du 5, était remonté en force. Puis ça va être... ça va être le 6, le 7, le 8. Non, c'est pas le 6, c'est le 7 ou c'est le 8? Il me semble que c'est 7. Je pense que c'est 7. Okay, c'est ça. Fait qu'à partir du 4, là, quand il montait dans un gratte-ciel de l'extérieur et tout. De Dubaï. À Dubaï et tout. Fait que finalement, c'est le nouveau James Bond. Jusqu'à temps que James Bond en refasse, c'est Tom Cruise qui a des cascades encore plus intenses. Voilà. Donc son nom est Ethan Hunt. Ethan Hunt, oui. En juillet pour Mission Impossible. Oui, en juillet. Oui, début juillet. Ouais. Il peut y en avoir d'autres. Je te passe la balle. Ben oui, parfait. 4e, moi je vais mettre Oppenheimer de Christopher Nolan. Également, on en a parlé dans le dernier épisode du balado. Ne serait-ce que par le sujet qui m'intéresse. Évidemment, un grand passionné d'histoire, Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Avec un casting de fou, bien que la plupart des comédiens vont avoir probablement une petite séquence dans le film. Là. On s'entend qu'ils n'ont pas tous un temps d'écran d'1 heure. Ouais, non, c'est ça. Mais quand même, curieux de voir ce que Christopher Nolan va amener de nouveau avec la création de la bombe atomique. Ouais, surtout que Tenet, son dernier film aussi, n'a pas été apprécié de tous. Il y en a qui trouvent un peu que c'était le chaos. Ça m'a laissé mes figues mes raisins un peu. Ouais, je serais peut-être dû pour le réécouter. Ça fait déjà 2 ans. Là. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que moi aussi, bien curieux. Je pense que j'ai juste omis de l'écrire là, parce que je pense que j'avais préparé ma liste avant que la bande-annonce sorte. Fait que j'étais un peu neutre. Mais là, depuis que j'ai vu la bande-annonce et qu'on voit un peu plus le ton sérieux du film, si on veut. Ouais, aussi loin de la science-fiction là, qui faisait beaucoup récemment. Moi, parce que c'est un plaisir coupable, en fait, beaucoup de monde aime ça, mais c'est un rendez-vous avec mes amis, c'est John Wick 4, que j'ai bien hâte de voir. J'essaie de pas avoir trop d'attentes. En même temps, les attentes dans ces films-là sont pas au scénario, là, c'est vraiment juste sur les scènes d'action. J'espère qu'ils vont en faire une nouvelle, et surtout qu'ils vont pas aussi trop en faire. C'est toujours juste assez, le timing d'une scène de bataille. Le 3 était limite, je trouvais. Ouais. Ben, comme à Mané, quand il est avec Ali Berry, puis là, il se bat avec le chien, puis là, c'est full redondant. C'est toujours 2 coups de poing, les chiens attaquent, la personne fait « puis là, on va sur l'autre. Mais ça dure 10-15 minutes, là, on veut mettre ça en 5. Exact. Fait qu'il commence à devenir un peu extrême, là, quand il se coupe le doigt, puis là, toutes les affaires. Fait que là, encore un nouveau méchant, mais là, joué par Bill Skarsgård. Fait que, cette confrontation-là, curieux de voir, c'est au mois de fin mars, je pense. Bien, moi aussi, j'aime bien l'univers de John Wick, donc j'ai hâte de voir ça. En 3e, je vais mettre Dune Part 2, évidemment. C'est le prochain que j'allais nommer aussi, selon ma liste. Donc, mais honnêtement, je pense que ça serait mon numéro 1. Ouais, mais, moi, j'en ai 2 autres de plus. Okay. Mais oui, j'ai hâte de voir comment elle va conclure, évidemment, son histoire. Que j'ai pas lu, fait que je sais pas. Moi non plus, j'ai vu le film avec Kyle MacLachlan, mais...
Je m'en souviens même plus trop. Là, il va aller dompter des vers de sable. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va vraiment assister à la révolution et tout ça. Donc, je pense que ça va être un peu plus d'action. Peut-être ceux qui ont trouvé Dune 1 peut-être un peu plus tranquille, bien que c'était quand même... ça bougeait pas mal, là, mais... donc, ouais. Puis, il y a plein de nouveaux comédiens qui se sont rajoutés au casting aussi. Fait qu'écoute, encore Florence là... Pugh, ouais, c'est ça, une distribution de rêve. Austin Butler aussi. Ah ouais, ok. Christopher Walken qui va jouer l'empereur, en tout cas. Fait que bref... ok. bien hâte de voir cette Puis conclusion. Hans Zimmer va sûrement arriver encore avec la nouvelle musique et tout. J'imagine. Et bien hâte de voir aussi encore, ça c'est au mois d'octobre 2023, mais aux Oscars là, qui vont être en mars 2024. Là, est-ce que ça pourrait être la consécration, oui. peut-être? Moi je pense que s'il fait bien ça, si le box-office est là, si tout le monde est content, un meilleur réalisateur, là, ça serait vraiment le fun pour Denis Villeneuve et pour nous. Je serais vraiment content pour lui. J'ai Barbie. Je trouve qu'il a l'air... mon numéro 2. Ah, ok, bon, c'est bien. À la Everything Everywhere All at Once, très créatif. Il y a quelques semaines, 2 semaines à peu près, il y a vraiment un teaser qui est sorti. On compare avec 2001 Odyssée de l'espace, puis là, les petits-enfants qui fracassent leurs poupées, parce qu'on disait que les poupées ont toujours été des bébés. Là, soudainement, t'as une poupée qui est comme une femme. Fait que Margot Robbie, qui brille de mille feux dans tous les films où elle joue récemment, dont Babylone en ce moment. Fait que... avec Ryan Gosling, je me souviens quand il sortait des photos là, habillés en fluo, comme je me souviens des petits Barbie rollerblades là, des années 90, j'ai connu ça et tout. Puis, en Ken. Ouais, en Ken, et ça faisait brasser l'Internet au complet. Fait que de voir ça, il y a l'air d'avoir des séquences musicales. Le fait ça a l'air éclaté. Ouais, il y a Emma McKay dans le film aussi, qui est un peu la jeune sosie de Margot Robbie. Simu Liu qui a l'air aussi de faire la version Ken asiatique sans offense mais qui existait en poupée et tout, fait que Will Ferrell aussi qui est c'est ça, fait que là on sait pas encore, ça se passe pour vrai dans l'univers Barbie, fait qu'est-ce que c'est comme, parce que Barbie a eu plein de films animés et de jeux et de plein d'affaires, fait qu'est-ce que c'est ça, est-ce que c'est juste les aventures de Barbie mais en humain, ou c'est méta puis c'est par rapport aux jouets dans telle affaire, j'imagine que, comme on dit, à cause de Will Ferrell, est-ce que ça va juste finir que le film Lego finissait que c'est Will Ferrell qui joue au Lego avec son enfant, là, il me semble. Ou c'était peut-être pas Will Ferrell, il faisait une voix d'un méchant. Ouais, c'est ça, il faisait la voix du méchant. J'ai jamais vu le film Lego. En fait, c'est juste finalement, c'est quelqu'un qui joue avec des Lego. Là, c'est à peu près ça. C'est quand même drôle et sympathique pareil. Là. On était dans leur imaginaire. Finalement. Ouais, c'est ça. Il me semble. C'est un peu flou, mais il me semble que c'est ça. Puis, est-ce que ça va être juste comme ce même scénario poète-poète? Je penserais pas. T'sais, Greta Gerwig qui avait fait surtout Lady Bird, mais les Promising... les filles du Dr. March, pardon, récemment et tout. Fait que au mois de juillet aussi, je pense. Gros film d'été, ouais. Et moi, il m'en reste 2. Fait que si tu veux, je peux en... Mais c'est pas des numéros, tu sais. Fait que j'ai Maxine que j'ai mis. J'ai vraiment hâte de finir j'aurais pu le mettre dedans. La trilogie. Et sinon, mon dernier, je vais te laisser toi parce que toi, t'as vraiment chiffré. C'est Le Plongeur. Au Québec. Et j'essaie de pas avoir trop d'attente parce que je suis très fier, j'ai lu un livre, ok? J'ai lu ce livre-là il y a déjà 1 ou 2 ans. Comme je l'avais dit, à chaque fois qu'on en parle, c'est un running gag parce que ça m'a pris genre 9 mois à le lire parce que je lis juste genre 10 pages par semaine. Là. Je lis comme pas assez. Mais j'ai vraiment aimé ça. Je lis plus des BD sinon et tout. Là. Il n'y a pas de honte à lire des BD. C'est que j'ai pas de temps consacré à la lecture dans ma routine. C'est un peu ça. Fait que, mais ça, je l'ai lu, puis je l'ai vraiment aimé, puis là, j'étais content. Puis Francis Leclerc, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un très bon aussi technicien de cinéma. On se souvient de L'Arracheuse de temps, qui était, je trouvais, très beau esthétiquement, avec des plans intéressants, des effets pratiques, des choses comme ça. Fait que les quelques fois que je l'ai entendu ou qu'on a discuté avec lui du plongeur, que comme, ben oui, j'ai recréé un restaurant, une cuisine fermée, comme ça, on peut filmer à travers le mur, puis tout. Puis avec la bande-annonce, je trouve que ça a l'air super beau. Mais c'est un livre de 500 pages qui est très descriptif. C'est un livre qui te fait ressentir comme si tu étais là-dedans. Fait que ça doit être un certain défi d'adaptation. T'sais, ils ont coupé beaucoup de personnages. Éric Boulian, qui est co-scénariste, disait qu'il y a... ils ont combiné. Ouais, ils ont fusionné, combiné des personnages pour faire avancer le récit et tout. Fait que je m'attends pas nécessairement à un film parfait. Il faut que je sois ouvert à cette idée que c'est une adaptation, c'est librement inspiré de. Mais je suis content que Francis Leclerc soit de retour au cinéma et que... Parce qu'il avait pris une absence très longue où il faisait de la télé. Puis là, avec L'Arracheuse. Puis là,
Je pense qu'il était tanné de batailler pour avoir des projets, mais si les projets viennent un peu à lui ou quoi que ce soit, c'est lui qui a travaillé pour avoir les droits puis faire ça là. Fait que ça, c'est dans ma liste, c'est le plus tôt. C'est au 24 février pour Le Plongeur. Oui, moi aussi, bien hâte de voir ça avec Henri Picard, un jeune comédien qui prend de plus en plus de galons dans le milieu, puis qui est très charismatique aussi. Moi, j'y vais avec la nostalgie pour le dernier. J'ai pas le choix. Oui. J'ai oublié. Le retour, enfin, d'Indiana Jones, chant de cygne, parce qu'évidemment, Harrison Ford a 80 ans, fait que ce serait étonnant qu'il revienne pour un prochain. Ça pique encore plus ma curiosité parce que c'est pas Steven Spielberg qui réalise le film, une première, bien qu'il agit comme producteur, mais c'est James Mangold quand même qui nous avait donné Logan, Ford vs Ferrari, donc quand même un réalisateur très compétent. Je pense que pour les scènes d'action et tout, il va être là. Puis même au niveau de développement de personnages et tout ça, ces films sont quand même riches, là, c'est pas juste du blockbuster un peu léger. Là, il y a quand même de la substance, disons, dans ces histoires. Non, vraiment pas. Donc, j'espère qu'ils se sont pas trompés, qu'ils vont nous offrir vraiment une dernière bonne aventure, parce que la 4e Indiana Jones, on sait que c'était pas à la hauteur des attentes. Ça avait déçu beaucoup de gens, dont moi aussi, même s'il y avait... On pourrait dire que c'est le mal-aimé de la série. Ouais, on pourrait dire ça. C'est même celui qu'on rejette de la série. Ouais, c'est ça. On n'ose pas trop... lui donner son existence. On a des collègues qui prétendent encore qu'il y a eu juste 3 Indiana Jones. Mais j'avoue que moi, c'est sûr que ça m'a moins marqué que toi. C'est des films que j'espère avoir aussi du plaisir et tout, mais je suis juste pas au niveau de... tu sais, moi, je compte pas les dodos. Là. Il va arriver à m'amener, puis ça va être correct, puis j'espère que ça va être le fun. Parce que c'est des films d'aventure comme ça, il n'y en a pas si souvent que ça. Non. Et tant mieux si c'est bien fait. Fait que, je pense que là... Pandémie, pas pandémie, le cinéma est vraiment relancé. Toutes les franchises sont d'avant. Il va y avoir un autre Rapide et Dangereux cet été. Quelque chose que j'ai aucune attente, mais que j'ai souvent du plaisir quand même à l'écouter ou à trouver ça débile. 10 Marvel. Oui, assurément. Qui vont sûrement être encore toutes redéplacées dans le calendrier, finalement. Surtout, genre, tout ce qui est comme novembre, là, qui est dans vraiment 1 an, 8 mois. Là, souvent, ça rebouge toutes 3 fois là, et tout. Fait que, voilà. Et on espère aussi qu'aucun comédien qu'on aime, réalisateur, va décéder. Ça arrive. J'en discutais l'autre fois, une discussion à travers la mort et tout. Mais là, souvent, les décès, on revisité un peu. C'est pas des gens qui m'ont tant connu ou affecté. Là. Mais là, à un moment donné, ça va être ça. C'est drôle, on écoutait Babylone, puis j'ai regardé Brad Pitt, puis j'étais comme, tu sais... 60 ans, il y a Tom Cruise aussi. Tantôt, je blaguais, vas-tu mourir dans une cascade? On souhaite personne, mais à un moment donné, ça va... Écoute, je vais pas pleurer, là. Je trouve ça bizarre, les gens qui je les connais pas personnellement, mais ça va commencer à faire un certain portrait de réalité. Oui, qu'on avance dans l'âge. John Williams, ça va être son dernier film pour Indiana Jones aussi, fait qu'après... Oui, c'est ça. C'est ça, on arrive à l'époque où les comédiens qui ont marqué notre jeunesse, c'est ça, sont arrivés à un âge plus vulnérable, où la mort peut arriver. Là, Tom Hanks et tout ça, fin soixantaine, c'est fou, parce qu'on les voit toujours éternellement jeunes aussi, probablement à cause des films qu'on réécoute. Donc, eux, ils ont une vision intemporelle. C'est ça, d'ailleurs, qu'on aborde très bien dans Babylone, ce côté-là. Absolument, c'est un beau parallèle. Fait que, voilà, merci d'avoir écouté le balado, les épisodes spéciaux. Je sais qu'on s'est fait dire qu'il y en a qui aiment quasiment mieux nos épisodes spéciaux que nos épisodes réguliers. On espère pouvoir en offrir plus en 2023. Continuer à faire un peu des deux. C'est sûr qu'on on travaille pas à 100% à faire un balado, fait qu'on a d'autres tâches connexes qui font que on peut pas faire. On a beaucoup plus de projets sur notre idée que ce qu'on arrive à réellement faire. Mais continuez à parler du balado. Merci. La communauté a continué à grandir encore cette année. Et écoute, si justement j'ai un peu de temps libre, on s'en vient avec des réseaux sociaux. Puis on pense que ça pourrait aider à plus exploser les choses, mais ça prend du temps pour les faire et pour s'en occuper. Fait que voilà, l'année 2023 sera encore chargée de cinéma. C'est tes bonnes résolutions. Mes résolutions, c'est travailler plus. C'est le fun. Fait que je vais en parler à ma famille s'ils sont d'accord. Fait que merci Pat pour l'année. Puis, merci à toi aussi, c'était vraiment une belle année. Beaucoup de plaisir, de belles rencontres. En 2023 pour des top 5, des coups de cœur et des déceptions.